Alors, chers amis, bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Aujourd'hui, je suis hyper occupée, donc je vous rejoins en ligne et grâce à la technologie, je peux être avec vous. On commence la réunion numéro 256 du Club autour du monde. Vos applaudissements. Et je voudrais dire quelques mots à propos de qui nous sommes. Nous sommes l'organisation internationale du but non lucratif qui s'appelle Toastmaster. Nous avons beaucoup de clubs dans le monde entier, et y compris en Russie. Et notre club est le club francophone. On utilise ici la pratique d'art oratoire. Nous pratiquons aussi nos compétences en présentation à la scène. Et bien sûr, nous pratiquons ici la langue française. Aujourd'hui, comme toujours, je voudrais inviter sur la scène digitale ou réelle les personnes qui sont venues ici pour la première fois. En ligne, il n'y en a pas, mais peut-être il y en a dans la salle. Non? Non, il n'y a pas. D'accord. Donc, on va aller loin et je voudrais inviter sur la scène réelle, j'espère, notre animatrice de la réunion. Aujourd'hui, c'est Masha Korumyslova. Masha, à toi la parole. Merci beaucoup, Anastasia. Aujourd'hui, le thème de notre réunion, c'est les grandes inventions et découvertes. Premièrement, je veux inviter sur notre scène à nouveau Anastasia, qui est notre chronométreuse d'aujourd'hui. Et pour toi, j'ai une question liée à notre thème de notre réunion d'aujourd'hui. Je voudrais te proposer nous dire quelles les influences dans scientifique très connu, Nicolas Copernic, sur notre vie moderne. Anastasia, à toi la parole. C'est la question pour moi. Oui, je peux un peu dire qu'est-ce qu'il a fait. D'accord. Bon, je peux répondre. Je pense que c'est un homme scientifique qui a découvert beaucoup de choses en physique. Donc, et la physique aujourd'hui, c'est utilisé partout parce que ce sont des technologies. Et je pense que grâce à lui et grâce aux scientifiques, on a eu beaucoup de chance de développer notre technologie, notre domaine différent aujourd'hui. Donc, à mon avis, c'est très utile. Oui, merci pour Et mon rôle? Oui, tu peux nous présenter ton rôle. Merci beaucoup, chère Macha. Aujourd'hui, j'ai un rôle assez simple, mais je pense que crucial pour notre réunion parce que aujourd'hui, je suis chronométreuse. Donc, je vais contrôler le temps de la réunion, aussi la discipline de la réunion et je vais contrôler que nous ne finissions pas à minuit. Donc, je voudrais dire qu'il y a les règles du temps assez strictes chez Toastmaster et chez Autour du Monde. Donc, j'ai 3 cartons, vert, jaune et rouge. Et
Pour les discours préparés, je vais montrer vert après 5 minutes, jaune après 6 minutes et rouge après 7 minutes. Pour la session d'improvisation, c'est après 1 minute, jaune après 1 minute et demie et rouge après 2 minutes. Et pour la session d'évaluation, c'est 2 minutes, 2 minutes et demie et 3 minutes. J'espère que vous ne dépasserez pas le temps et je redonne la parole à Macha. Merci beaucoup, Anastasia. Et notre membre suivant, je vais inviter sur scène, sur notre scène réelle, notre cher grammairien, Monsieur Michel. Et pour vous, j'ai aussi la question d'un célèbre scientifique, Léonard de Vinci. Qu'est-ce que pensez-vous? Quelle est l'influence de cette... Bonjour, je suis émerveillé de sa personnalité, celle de Léonard de Vinci. Il était savant, il était peintre, il a créé beaucoup de choses favorables qui a favorisé, qui a enrichi notre civilisation et qui reste de nos jours actuels. Et encore, je rappelle que je suis grammairien, je lutte contre les fautes, éviter des gaffes horribles. J'essaie d'épurer notre discours et nous allons trouver les meilleures solutions pour cela. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Et maintenant, je veux inviter sur notre scène digitale, chère veilleuse de la soirée, Macha Kournaeva. Et pour toi, j'ai une question sur Louis Pasteur. C'est l'homme qui a créé la pasteurisation et le vaccin contre la rage. Qu'est-ce que tu en penses? Bonsoir. Je crois que les vaccins sont importants s'ils sont bien vérifiés. Et en fait, il y a quelques semaines, j'ai visité un club des francophones où on a joué. Il fallait deviner des célébrités, de grands hommes vraiment connus. Et parmi eux, j'ai eu Pasteur, mais il me faut apprendre plus sur ça, je crois. Mon rôle pour ce soir est de vérifier votre attention. Je vais poser des questions sur le contenu de notre réunion à la fin de la soirée. Et si vous êtes sûr que vous connaissez la réponse, vous pouvez répondre sans hésitation. Et voilà, et gagner comme la personne la plus attentive de la réunion. Merci. Merci beaucoup, Macha. Et maintenant, on commence la première de notre réunion. C'est la partie de la session des discours préparés. Et je veux inviter sur notre scène cher Daniel Zakharov avec son discours qui s'appelle « Les valeurs éternelles, planification ». L'objectif de ce projet est ce que le membre développe une conscience claire de son sens moral et offre une opportunité aux autres de parler, de discuter de la morale au sein de l'organisation ou de la communauté à laquelle il appartient. Cher, à toi la parole. Merci beaucoup, chère Marie. Bonsoir, chers amis. Est-ce que vous m'entendez bien? Si, non? Peut-être. Mes amis en ligne, est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, bien sûr. Ce soir, je vais parler du leadership éthique, des valeurs éternelles, mais ce soir, ce sera pas moi seulement, mais j'aurai l'équipe de quelques personnes, de 4 personnes qui vont rejoindre la table ronde sur ce sujet. Mais avant, je voudrais introduire le sujet de ce soir, les valeurs éternelles. Le leadership éthique. Nous parlons de leadership éthique, mais qu'est-ce que c'est leadership éthique? Un leader est quelqu'un qui le meneur d'organisation, le dirigeant, le directeur d'organisation, quelqu'un qui mène la communauté, ou peut-être la tête d'État. C'est la tête d'une organisation, c'est la tête formale. Mais aussi le leader est quelqu'un qui est leader d'esprit, l'instigateur, l'entraîneur, l'animateur, comme nous le savons, l'animateur de la soirée, par exemple, et aussi l'inspirateur. C'est le leader d'esprit. Les leaders, les meneurs d'organisation, ont cette tâche de faire beaucoup, de prendre beaucoup de décisions, en choisissant des possibilités différentes. Et plusieurs de fois, c'est le choix entre le bon et le mal. Et le choix entre le bon et le mal, c'est vraiment le choix de morale, c'est la question d'éthique, c'est la question assez philosophique que depuis les temps d'Aristote, le philosophe grec, beaucoup de philosophes ont recherché plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est ce choix entre le bon et le mal? Parce que le bon, dans les questions individuelles, c'est assez simple. Le bon pour moi, ce n'est pas mal pour moi. Et vice-versa, ce que est mal pour moi n'est pas le bon pour moi. Mais dans une grande organisation, le bon pour quelqu'un ou le bon pour plusieurs personnes, peut-être le mal pour une autre personne. Et le leader d'organisation doit choisir. Un bon exemple de ça est Joseph Staline. Joseph Staline, dans les circonstances historiques, quand son fils était un prisonnier, on a proposé à lui, est-ce que, Monsieur Staline, est-ce que vous voudriez échanger votre fils au maréchal Paulus? Et son fameuse réponse était non, parce que je n'échange pas les soldats au maréchal. Peut-être comme le père, il voudrait le faire échanger son fils pour le maréchal Paulus. Mais comme la tête du gouvernement, comme le leader de l'État assez grand et l'État pendant de la guerre, il ne pourrait faire ce choix, cette décision. Et c'est la question de morale, c'est la question des valeurs. Et les valeurs jouent la grande partie dans ce processus de prendre les décisions. Un autre exemple des valeurs est peut-être une anecdote assez historique, c'est l'anecdote de 3 maçons qui étaient en train de faire la même chose.
en train de construire, en train de bâtir une cathédrale. Et on a posé la même question à ces maçons. Qu'est-ce que vous faites? Le premier a répondu, oh, je suis en train de tirer ce pierre assez lourd au sommet de cette montagne. Et le deuxième a répondu, vous savez, je suis en train de gagner ma vie. Et le troisième a répondu, savez-vous, je suis en train de construire une cathédrale qui sera une de très belles cathédrales en Europe. On parlait d'une cathédrale de Chartres dans ce cas. Comme vous savez, c'est les valeurs de ces francs-maçons et leurs attitudes qui est formée leur attitude aux les mêmes circonstances qui en retour formaient leurs actions. C'est pourquoi dans notre vie, notre valeur, nos valeurs, nos principes et notre attitude aux circonstances, c'est qui forme notre processus de prendre les décisions. Il y a beaucoup de règles de le faire, mais il y a aussi les principes de prendre les décisions. Par exemple, dans la même action, comme une action de vol, peut-être pourrait être classifiée un peu différente. Un vol d'une voiture très chère est une chose, mais un vol d'un morceau de pain par une personne qui a faim et qui n'a pas mangé pour 3 jours peut-être, c'est le vol, mais le vol un peu différent. C'est la question de morale, c'est la question d'éthique. Ce sont les questions d'éthique en leadership que je voudrais discuter avec mon équipe d'orateurs. Et je crois que maintenant il est le temps à introduire cette belle équipe. Nous avons 4 membres d'équipe et je voudrais les introduire en ordre alphabétique. Le premier membre est Emmanuel Avankou. Nous avons Svetlana Bokareva. Oui, nous avons Olga Kondratьева. Et nous avons Suzanne Rondeau. Maintenant, je voudrais, en cet ordre, inviter sur la scène digitale tous les membres de mon équipe pour vous présenter et pour partager quelques exemples de votre expérience de leadership. Et, en ordre alphabétique, je voudrais inviter au début sur cette scène digitale Emmanuel Avankou. Emmanuel, parole à toi, s'il te plaît. Merci pour l'invitation à participer à cette table ronde. Ce que je pourrais dire sur l'éthique du leadership, c'est que c'est un rôle intéressant et très enrichissant. Je me suis vu attribuer le rôle de maître d'œuvre ou de chef de projet quand je suis arrivé à Abidjan. Donc, je devais suivre les finitions de la construction de deux bâtiments, de 2 résidences. Donc, il fallait finir la plomberie, la maçonnerie, la pose de carreaux, les portes, les fenêtres et tout ça. Et il fallait suivre le travail de plusieurs personnes en même temps, ce qui n'est pas très facile. Donc, dans cette optique, donc, les objectifs étaient de finir les travaux. Les travaux avaient déjà commencé il y a bien longtemps. Et de suivre de définir les méthodes et les graphiques de travail. Il y avait aussi, ce qu'il fallait faire, c'était organiser le travail de tout le monde, de tous les manœuvres, faire en sorte que chacun fasse bien son travail. Et un des problèmes qui était très récurrent, c'était
qui avait un manœuvre, qui faisait un travail, qui réalisait quelque chose et qui empiétait sur le travail de l'autre. Ce qui faisait qu'il fallait à chaque fois recommencer, refaire beaucoup de choses. Et c'est pas facile. Остаток 30. Voilà. Donc, au final, après avoir surmonté plusieurs difficultés d'organisation, difficultés de mise en œuvre, on a pu réaliser finalement le projet, on a pu terminer, ce qui est une belle réalisation. Ce que j'ai tiré comme conclusion, c'est que on ne naît pas leader, on devient leader. Et c'est à force de réfléchir, à force de bien organiser le travail, à force de s'adapter aux situations qui se présentent, on trouve les meilleures solutions, on trouve les meilleures approches et en gros, chacun est en quelque sorte leadership de sa vie, si je peux le dire. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Je crois que c'était un très bon exemple de leadership dans le domaine personnel. Parce que le leadership commence de nous-mêmes, de notre vie personnelle. Et quand nous pourrions être le leader de nous-mêmes dans notre vie personnelle, dans ton exemple, construire de maisons, de bâtiments, c'est une grande réussite, félicitations. C'est un très bon exemple de cette leadership. Merci beaucoup pour ça, Emmanuel. Et maintenant, je voudrais inviter sur cette scène Svetlana Bukhareva. Svetlana, est-ce que vous pourriez partager avec nous votre expérience de leadership, s'il vous plaît? Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Oui, oui, très bien. Donc, comme on dit sur leadership, je pense à les personnes de politique et je sais que les personnes qui doivent prendre les décisions importantes pour tout le monde doivent être les personnes très responsables et très intelligentes. C'est toujours difficile pour prendre les décisions globales. Mais dans notre vie, tous les jours, chaque personne devient un leader. C'est ce que on fait quand on travaille, quand on communique avec les autres personnes. Et je pense que chaque personne doit développer les qualités d'un leader. C'est très important. Si on ne peut pas
diriger les autres personnes, peut-être on peut apprendre et la chose qui est très importante dans ce cas est être responsable et pas penser d'autres personnes et essayer de voir le futur après prendre une décision. C'est parfait, Svetlana. Merci beaucoup pour ça. La future, l'avenir et l'apprendre. C'est les trois concepts que j'ai entendus à la fin de votre introduction, mais aussi vous avez souligné l'apprendre. En plus, vous avez souligné la responsabilité de leadership global. Mais le leadership global commence de leadership au niveau de communauté, des communautés, parce que toute la globalisation est fondée sur beaucoup de plusieurs communautés. Et les leaders vrais savent ces communautés et les détails, comment ces communautés existent, et tous les détails de la vie de ces communautés pour faire les décisions bilancées, pour faire les décisions qui rendent le compte de toutes les complications et de toutes les implications de cette décision. Merci beaucoup pour cette introduction. Nous avons parlé de leadership au niveau personnel, nous avons parlé de leadership au niveau global. Et maintenant, peut-être c'est le temps de toucher le leadership au niveau de communauté. Et je voudrais inviter Olga Kondratьева sur la scène digitale. Olga, en plus de votre introduction, est-ce que vous pouvez nous parler de votre avis sur le sujet de leadership au niveau de communauté, s'il vous plaît? Olga, parole est à vous. Oui, merci. Daniel, bonjour, bonsoir à tous. Daniel, pouvez-vous répondre au niveau? Au niveau des communautés. Communauté? Des communes. Oui. Au niveau des communes, au niveau local. Oui, de la commune, oui. Je travaillais comme leader, dirigeant. Quand j'ai commencé en Russie, je travaille pendant assez longtemps. Je travaillais aux États-Unis, en Belgique et en France. Et ce qui est intéressant, que j'ai trouvé ça aux États-Unis, où était le siège principal de cette société où je travaillais. Et cette entreprise a été fondée dans le domaine de pétrole, de gaz. Et donc, c'était à Tulsa, Oklahoma, donc le centre des États-Unis. Et ce qui est intéressant, qu'il était tellement lié à la commune, à tout ce qui s'est passé autour. Et c'était si étonnant, et jamais dans un autre pays, je ne le retrouvais pas. Peut-être c'était lié au fait qu'aux États-Unis, la politique du gouvernement est de ne pas être très occupé de santé, de tout ce qui est l'assurance, etc., personnel. Donc, chacun pense à soi-même. Et donc, les gens et les entreprises pensent à ces gens qui travaillent et aux gens aux alentours dans la communauté. J'ai plein d'exemples. Par exemple, à côté, il y avait une école pour des
pour des familles ou des enfants qui ne sont pas dans un bon état, hein, et dans un bon état. Et donc, les ingénieurs ont pris l'obligation d'aller à l'école pour expliquer aux enfants à quel point l'éducation est importante. Et ils menaient des classes pour leur aider avec les mathématiques, la langue, tout ce qui était difficile pour eux. Ou par exemple, ils ont ouvert, les mécaniciens de la société ont ouvert un atelier pour réparer les vélos. Parce que ces enfants, voilà, c'était si important pour les enfants de les avoir, surtout dans ces circonstances. Et donc, ils pas seulement réparer les vélos, mais ils ont appris des enfants comment le faire. On avait aussi des fonds, oui, on avait les gens qui avaient besoin, les enfants et les gens vieux, etc., les handicapés qui avaient besoin de l'aide. Et on a fait des auctions pour vendre des choses, par exemple, qu'on n'utilise pas à ses collègues, et on récupérait cet argent pour acheter, par exemple, des fauteuils roulants pour les handicapés. C'est incroyable comment ça s'était organisé. Et j'ai essayé de le répéter en Russie, en France, en Belgique après, et c'était pas facile parce qu'il y a autant de différences culturelles, mais chaque fois c'était différent, mais tellement plaisant. Et c'est absolument un autre sujet, le leadership dans le domaine de bienveillance et dans le domaine de bénévolat. Merci beaucoup, chère Olga. C'est une idée très importante. C'est cette fabrique qui fabrique de l'éducation au niveau des communes, avec ces exemples des différents ateliers avec les vélos et les autres qui rassemblent les communes ensemble. Merci beaucoup pour ça. Et aussi, ça pose une grande question d'égalité en éducation, d'égalité en soins publics, par exemple. C'est la question que je voudrais poser à tous les participants dans quelques instants. Mais maintenant, je voudrais inviter sur cette scène digitale Suzanne Rondou, et je voudrais proposer qu'en plus d'introduire elle-même, Suzanne nous parle de ce niveau de leadership que vous trouvez le plus important, personnel, le niveau des communes ou le niveau d'État. Suzanne, parole est à vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi, c'est vraiment le leadership social qui m'intéresse. Je pourrais faire un lien avec le leadership personnel, mais parce que je n'ai pas nécessairement eu de bon modèle de leadership, comme on l'entend. J'ai eu des parents qui m'aimaient beaucoup, mais mon leadership, je l'ai développé à cause de mon entourage. Et parce que j'étais enseignante, pour moi, c'était très, très, très important que mes élèves aient la confiance en eux-mêmes, soient résilients, aient le courage et aussi puissent verbaliser ce qu'ils ressentaient et trouver un terrain commun, un terrain d'entente. Le leadership, ça se développe, mais à mon avis, ça se développe dès l'enfance. Et ce n'est pas parce qu'on est politicien qu'on a vraiment les atouts d'un bon leadership. Parce qu'un politicien a des horaires, il voit selon la politique de son parti. Je peux vous en parler longtemps parce que ce qui se passe au Canada. Mais un vrai leader est à l'écoute du peuple, est à l'écoute de son entourage
et il a le courage de communiquer qu'il est vulnérable, de communiquer sa conscience de soi et être prêt à mettre, comme on dit, de l'eau dans son vin pour trouver le terrain d'entente. Et ce n'est pas en s'ancrant dans une position que l'on fait avancer les dossiers. Et c'est aussi en ayant une conscience sociale qu'on évalue nos valeurs fondamentales, et est-ce qu'elles sont biaisées par notre entourage, par notre culture, par ce que nous avons vécu. Pour moi, un bon leader, c'est quelqu'un qui a vraiment la conscience sociale et pratique l'intelligence émotionnelle. Conscience sociale et l'intelligence émotionnelle. Les deux concepts très importants. Merci beaucoup pour avoir souligné ces deux concepts. Et ça invite ma question à vous, Suzanne. Et la question est comme ça. L'éducation en général, et l'éducation, par exemple, à Canada particulièrement, a mis cette question entre les deux systèmes. L'éducation d'État et l'éducation privée. C'est aussi la question c'est la question d'égalité. Mais il y a deux arts d'égalité. Égalité de moyens et égalité des possibilités. Et les deux égalités peuvent être différentes. Parce que l'égalité de moyens doit aider l'éducation au même niveau pour tous les enfants, pour tous les élèves, pour tous les étudiants, n'importe quels sont leurs succès dans le processus d'éducation. Et l'égalité des opportunités est le processus qui donne les mêmes opportunités aux étudiants au certain niveau, et après ça, cependant, quels sont les résultats de ces étudiants, les chemins de ces étudiants sont différents. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce sujet et quel système d'éducation, le système social de l'État ou le système privé qui est plus spécialisé pour les besoins plus capable au niveau de société. Quel système est-ce que vous préférez? Pourquoi? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce sujet, s'il vous plaît? Suzanne? Mais moi, pour l'éducation, je ne préconise pas nécessairement le système privé. J'ai travaillé dans le système organisé par le gouvernement parce que c'est le gouvernement qui décide de la programmation, mais cette programmation-là a été bâtie avec des consultations avec les experts. Il faut vraiment porter attention entre équité et égalité aussi. Égalité ne veut pas dire équité. Qu'est-ce qui est juste pour un n'est pas nécessairement juste pour l'autre. Et ce n'est pas nécessairement parce qu'on sort d'une école privée que nous avons acquis les atouts d'être conscients socialement de toutes les différences, les différentes cultures. Parce que dans l'école privée, ce sont des gens qui sont privés, qui sont privés d'être
peut-être dans un entourage plus commun. Ils ont le privilège d'avoir de l'argent, ils ont le privilège d'avoir été peut-être dorlotés, ils ont eu le privilège d'avoir une éducation peut-être un peu plus axée, spécialisée, mais c'est comment on se sert de cette éducation-là pour aller travailler dans le monde que j'appelle commun. Je crois aussi que les deux systèmes, que ce soit privé ou public, les deux systèmes doivent vraiment travailler à ce que les enfants ou les élèves, les apprenants aient le savoir-faire et pas seulement le savoir. Merci beaucoup, Suzanne. Naturellement, l'éducation privée est l'éducation plus privilégiée, mais aussi on peut dire que dans le domaine de l'éducation privée, on a le privilège de travailler beaucoup, parce que les programmes dans l'école privée sont plus lourds que les programmes dans les écoles d'État. Et c'est peut-être la différence. Maintenant, je voudrais demander Emmanuel. Comment Emmanuel pourrait nous décrire l'égalité de possibilités en Abidjan. Par exemple, dans le domaine d'éducation ou dans d'autres domaines. Emmanuel. Je n'ai pas bien compris la question. La question pose... Est-ce que tu peux reposer la question, s'il te plaît? Emmanuel, comment est-ce que tu vois l'égalité de possibilités en Abidjan? Dans quel domaine? L'égalité de possibilités. OK. À Abidjan, ou en général en Côte d'Ivoire, ceux qui ont plus de possibilités sont d'abord ceux qui ont étudié, ceux qui ont fini l'école, qui ont fini l'université, par rapport à ceux qui n'ont pas étudié. Et ceux qui ont plus de possibilités aussi, c'est ceux qui ont des connaissances déjà dans le domaine du travail. Donc, si papa, maman ou bien l'oncle a déjà du travail ou bien est déjà directeur d'une société ou un poste important, la connaissance de cette personne-là aura plus de possibilités de trouver du travail. Donc, c'est pour dire qu'ici, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, peut-être qu'en Russie aussi, hein, pour trouver du travail, il est nécessaire d'avoir des connaissances déjà bien placées et en dehors de cela, avoir aussi des compétences, le savoir-faire et une ouverture d'esprit aussi dans le domaine du travail. Voilà. Epostoufiant, c'est une très belle idée de lier éducation et les marchés du travail. Parce que, à mon avis, le principal but d'éducation est d'éviter cette journée, ce chemin de préparation au travail, d'éducation aux métiers différents, en utilisant quel métier les étudiants pourront créer valeur pour leur-même et pour les générations à suivre. Et maintenant, mon question à Svetlana. Svetlana nous a parlé de leadership global et de responsabilité. Qu'est-ce que vous pensez les leaders globaux pourront faire pour renforcer cette liaison
entre l'éducation et le travail du marché, entre l'éducation, la préparation et les métiers. Svetlana. Je pense que il y a des possibilités pour faire ça, mais la question est si les personnes qui sont responsables pour l'éducation et les personnes qui sont responsables pour les finances peuvent trouver les décisions nécessaires et peut-être être en concordance et Qu'est-ce que les leaders globaux pourront faire pour créer le travail pour lesquels qui apprendre maintenant? Comment on peut créer les nouveaux travaux? Le réponse semble très simple. On peut créer des nouveaux travaux juste en utilisant un peu plus d'argent pour l'éducation et les nouveaux travaux. C'est parfait, Svetlana. C'est une très belle réponse, je crois, parce que naturellement, comment on a assez d'investissement dans l'éducation. L'éducation, le système peut préparer les cadres bien appris, bien étudiés, bien préparés pour se lancer dans les nouveaux domaines de l'économie. Et à la fin de cette table ronde, avant des questions d'auditoire, je voudrais poser la question à Olga. Naturellement, à mon avis, c'est la question principale de l'économie, de politique, comment diriger les marchés de travaux, parce que c'est la bienveillance des citoyens, c'est la bienveillance des communes, c'est la bienveillance de l'État. Et à votre avis, comment on peut utiliser cet exemple des ateliers, cette bonne expérience des communes, comment on peut le partager avec les autres dans les domaines différents pour les autres communes profiter de ça, à votre avis? Merci Daniel. La question n'est pas simple. Et je crois que pour les leaders, il faut être très attentif pour les changements
dans les sciences et des technologies. Et c'est ça la clé, c'est notre sujet, mais je crois que c'est la clé pour voir et faire attention aux changements qui ont été commencés et qui n'ont pas pour le moment ni des investissements, ni de support, ni d'attention de l'État, mais qui pourront être très importants dans le futur, comme par exemple l'énergie renouvelable. Quand ça s'était commencé, c'était à l'époque rigolo d'utiliser le vent ou le soleil, et on était si loin du sujet. Et quand maintenant, c'est le sujet principal dans beaucoup de pays, dans presque partout. Hein. Donc, tout le monde en discute, et les gens qui ont commencé et qui étaient considérés comme des drôles, des étrangers, qui ont subi de pertes de moyens, et ils n'étaient pas visibles. Et maintenant, on dit « Ah, vous savez que l'ordinateur a été… la première idée de l'ordinateur a été faite en 1879. » Voilà. Et c'est ça. Et donc, je crois que dans la commune, il faut payer vraiment attention à ces types de… noter, remarquer ces types des inventions, d'activités, et la soutenir. Merci beaucoup, chère Olga. Je vois le couleur jaune. Nous avons commencé à 7h52. C'est jaune. C'est jaune. Pour souligner que Olga nous a dit, je crois que cette triade entre la science, l'éducation et l'économie et les métiers, cette triade la triade la plus importante dans chaque domaine de leadership, particulièrement dans le leadership éthique. Et maintenant, je voudrais inviter notre membre d'auditoire à poser les questions à notre belle équipe. Y a-t-il des questions d'auditoire? Tout est clair, merci. Y a-t-il des questions peut-être d'auditoire en ligne? Il n'y a pas de questions. Dans ce cas, je voudrais remercier notre équipe de Emmanuel, Svetlana, Olga et Suzanne pour cette table ronde très très utile pour notre club, pour notre auditoire. Et je voudrais vous souhaiter une très bonne soirée à suivre. J'invite sur cette scène digitale notre animatrice, Marie. Merci beaucoup, cher Daniel, pour ton discours. Et maintenant, on passe sur notre deuxième partie de la réunion. C'est la partie de session des improvisations. Et je voudrais inviter sur notre scène digitale, chère Olga Kondratьева. Et mon question est sur les frères Lumière. Qu'est-ce que tu penses? Comment quelle est l'influence sur notre vie de ces deux personnes? Olga? Oh, merci beaucoup pour cette question vraiment inattendue. Hein. Je crois que l'invention du cinéma, c'est une invention d'une nouvelle art. L'art qui continue, qui est lié à la littérature, à la peinture en même temps, mais qui est devenu un art, au théâtre bien sûr, qui est devenu un art séparé. On est d'accord. Et les frères Lumière ont été au commencement.
pour moi, ce qui est très important, c'est que c'est comme ça, la technologie est liée à l'art. Hein? On parle aujourd'hui que l'art digital, c'est quelque chose numérique, c'est terrible. Non, soyez attentifs à ça. C'est ça que les frères Lumière nous ont donné un très bon exemple, je crois, à l'époque. Pensez à ça et pensez à l'art contemporain de ce point de vue. Voilà ce que je pense des frères Lumière de Lyon. Merci beaucoup, chère Olga. Et maintenant, tu peux nous présenter ton rôle. Je peux dire que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons le temps pour 4 ou 5 personnes. Voilà. Olga. Excusez-moi, est-ce que je voudrais ajouter une petite chose? J'ai oublié de noter le mot du jour. C'est quand vous êtes éberlué, quand vous êtes étonné, bouleversé par quelque événement en voyant une personne drôle, une personne bizarre, vous ouvrez démesurément vos yeux, c'est-à-dire vous les écarquillez. Les yeux à fleur de tête ou les yeux écarquillés. Voilà. Sur le tableau. Ah, il y a quelque chose à écrire? C'est possible? Donnez-moi s'il vous plaît, merci beaucoup. Olga, tu peux commencer la session des improvisations. D'accord. Quelques mots sur cette session d'improvisation. Tout d'abord, permettez-moi d'insister sur l'importance de cette compétence d'improviser dans notre vie en général et surtout pour la communication. Oh, pardon. Un peu pas visible, mais bon, dans notre vie, comme je dis, et surtout en communication. Et je crois que nos sessions d'improvisation est le meilleur endroit pour développer cette compétence. Les règles sont simples. Je vous montre un tableau, un dessin, une phrase où je pose une question et vous devez utiliser ça comme un sujet. Soyez libre en votre interprétation de ce sujet. Vous pouvez raconter une histoire, vous pouvez réfléchir et nous proposer quelque chose que vous avez survécu de votre mémoire, ou vous pouvez inventer, donner quelque chose comme science-fiction, parler de science-fiction. Tout est possible. Soyez vraiment libre dans vos interprétations des situations. Je vais vous inviter de bénévoler et de dire qui aimerait bien être le suivant. Sinon, j'appelle quelqu'un sur la scène digitale ou virtuelle ou réelle. Et c'est presque tout. Donc, si vous avez des questions, pas de questions, je peux commencer. Un instant. Ça, et non. Ça. Hop. Et je vais partager mon écran. Et voilà. Et maintenant, un instant. Comment il faut le faire? Madame la ministre, c'est bon, je suis volontaire.
D'accord. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas aller à la mode de présentation sur mon écran, désolé. Mais vous voyez ce que vous voyez bien là? Oui, l'écran est visible. D'accord. Si c'est visible, on va continuer comme ça. Aussi, je disais que j'étais volontaire. D'accord, Xavier. J'apprécie beaucoup que vous êtes le premier et je crois normalement on n'a pas ça dans notre routine, hein, mais je croyais que le premier doit avoir un peu plus de points que les autres, juste pour encourager. Je voudrais vous dire que ça sera un mélange des images ou des citations humoristiques et sérieuses, et c'est à vous à répondre c'est à vous à répondre avec l'humour ou sérieusement ce que vous sentez. Vous pouvez être d'accord ou désaccord avec les citations ou les images. C'est à vous à nous proposer à improviser. D'accord? Donc, la première question. Voilà. Tu m'as dit que la tâche ne sera pas aussi aisée. Donc, si cette image aperçoit j'aperçois un homme avec des boucles d'oreilles assez atypiques. Donc, en lieu et place des boucles d'oreilles, là, on observe un rouleau de papier toilette accroché aux oreilles d'un jeune, d'un monsieur, donc une personne du genre masculin. Qu'est-ce que cette image m'inspire? Pour être honnête, je ne m'attendais pas à être soumis à une question aussi complexe. Bon, je ferai de mon mieux pour répondre. C'est une question qui va au-delà de mon imagination. Je regarde l'image raison pour laquelle je ne fixe pas la caméra. Tu dois fixer l'imagination. D'accord, je fais travailler mon imagination. D'abord, je me ramène à ma culture. Donc, dans ma culture, une personne de genre masculin n'est pas censée porter des boucles d'oreilles. Et là, sur cette image-là, je vois, quand on lui place des boucles d'oreilles, on a un rouleau de papier toilette. Donc, peut-être que chez d'autres personnes, ça se fait. Les boucles d'oreilles chez les hommes, c'est pas mauvais. Mais personnellement, dans ma culture, ça ne se fait pas. Donc, moi, je dirais que cette image-là, pour moi, représente une inversion des tendances, une inversion des mœurs telles qu'on les a connues. Donc, cette image-là nous interpelle sur les variations, pas seulement les variations, mais je crois que le renversement des situations que nous vivons actuellement dans notre monde. Donc, nous avons un monde qui est en mutation, un monde qui n'est plus tel que nous l'avons connu par le passé. Et ces mutations-là sont à la fois positives et négatives. Donc, il y a des aspects de cette mutation qui nous sont favorables, qu'il faut pouvoir accueillir. Mais aussi à côté, cette mutation ou ce changement-là a son corollaire de comment on appelle ça, de conséquences négatives dont il faut pouvoir s'en défaire. Il faut pouvoir s'en défaire. Donc, je nous invite à faire attention au renouveau, à cette mutation que nous connaissons à travers le monde. Merci Madame la ministre de la session des improvisations. Merci beaucoup Xavier, tout d'abord pour être le premier et pour guider avec votre exemple. Et j'aime bien que vous associez ça avec votre culture et parler un peu de
utilisez ça pour parler un peu de votre culture et tout ce qui est lié. Voilà, les inventions sont liées aux mutations du monde, c'est vrai. C'est vrai, c'est ça. D'accord. Et qui aimerait être le suivant? S'il vous plaît, juste nommez vous. Je ne vois pas tout le monde. Si je vois le monde. Ah. Emmanuel. Macha. Merci, j'apprécie beaucoup votre aide. Donc, Sans Emmanuel, souci. Oui, Emmanuel, à vous la parole. Et voilà, deuxième question. Si vous allouiez des ressources financières et humaines, dans quelle technologie investeriez-vous en premier lieu? Waouh, j'ai les yeux entièrement écarquillés devant la quantité d'argent que je vois là. Ok, pour laisser écarquiller mon imagination sur cette quantité d'argent-là qu'on peut me donner, je pense que j'aurais investi dans la création de parcs en Côte d'Ivoire. Bien qu'en Côte d'Ivoire, il y a la forêt, il y a de grandes ressources naturelles, il n'y a pas suffisamment de parcs à Abidjan surtout. Donc, je prendrai l'argent et je construirai des parcs pour que les gens puissent venir au parc avec les yeux comme ça écarquillés. Waouh, combien de parcs il y a à Abidjan? Comment est-ce qu'on peut se reposer? Comment est-ce qu'on peut... quel plaisir il y a de se reposer, de méditer. Et je pense que de cette façon, j'aurais fait beaucoup plaisir à beaucoup de personnes à Abidjan. Merci. Merci à vous, Emmanuel. Je trouve ça très intéressant de lire. Comme j'ai compris, vous êtes constructeur dans votre métier, comme votre métier, vous avez, et de lier votre métier de constructeur des bâtiments, voilà, des choses très concrètes avec la nature et penser à cette idée, à mon avis, de garder l'espace pour les parcs, pour la nature et le loisir. Ça, c'est comme on dit, époustouflant. Merci. Et troisième question. Qui voudrait parler? Je peux participer? Bien sûr, Macha, bien sûr. Et voilà la troisième question. C'est à vous. Ça fait mes yeux écarquillés parce que de loin, j'ai vu quelque chose qui ressemble à la première image de Xavier. Et donc, ça m'a fait penser à la mode. On peut remplacer nos sacs par cet objet assez sympa. Et c'est en fait un oxymorone avec l'utilisation de la peinture. On peut pas peindre, mais c'est triste qu'il faut arrêter la création parce que dans tous les cas, si on veut créer, il faut rester un vrai artiste et personne ne peut nous empêcher, seulement si c'est pas des incivilités. Quand on tague les murs, quand on détruit, parce que c'est toujours, je vais prendre un exemple de la littérature russe, c'est toujours facile à détruire que construire. Et si c'est
bien de suivre la loi, pourquoi ne pas faire, mais si ça détruit l'équilibre de votre âme et ça vous empêche de créer, restez le peintre pour vous-même. Merci beaucoup. Ça ressemble à une poésie. Vous utilisez tout d'abord, et comme Emmanuel, hein, vous utilisez beaucoup de mots du jour, écarquillés. Et voilà. Mais si je pourrais dire mes oreilles écarquillées quand je vous écoutais, autant vous avez vous avez utilisé de belles phrases, des mots comme oxymoron, exemple de la littérature, des proverbes. C'est très intéressant et cette improvisation, cette improvisation vraiment un petit discours, un vrai petit discours. Merci beaucoup. Et la dernière question, je crois, j'ai le droit pour 4, donc la dernière, qui aimerait bien répondre? Improviser plutôt, hein, pas de répondre. C'est moi. Bien, Daniel, je pensais que vous êtes fatigué. Pas Non, du tout. Je suis prêt. Ah, pardon, Michael, voilà, c'est à vous. Découverte de trous noirs. Comment l'humanité peut-elle s'en servir? C'est une question scientifique et à la fois philosophique, parce que nous rencontrons des trous noirs dans notre vie quotidienne et c'est difficile parfois. Nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas trouver la meilleure solution, c'est la conscience qui souffre. Et en ce qui concerne les trous noirs, le temps coule d'une façon ralentissante et nous pouvons seulement écarquiller les yeux, avoir des yeux à fleur de tête parce que nous sommes étonnés. Et c'est pourquoi il faut étudier régulièrement ces phénomènes pour trouver des approches utiles, des approches nécessaires, époustouflantes, pertinentes et rocambolesques aussi. Et nous allons gagner, nous allons trouver, nous allons vaincre, voilà. Ce défaut, c'est une chose, nous pouvons étudier tout ça ensemble. Merci. Merci, Michael. Je trouve que c'est super d'utiliser, de lier les questions quotidiennes avec les découvertes les plus récentes des technologies les plus à point. C'est vraiment pas, c'est une capacité que pas chacun peut avoir. Merci d'utiliser vos mots dans une manière si délicate et c'était vraiment très intelligent. Merci. Donc, est-ce que j'ai pas le droit pour plus de questions? Non, d'accord. Merci beaucoup. N'oubliez pas que après vous auriez un lien pour voter sur la meilleure improvisation. Et je donne la parole à vous. Et maintenant, j'ouvre notre troisième partie de la réunion et j'invite sur notre scène Monsieur l'évaluateur général, Xavier. Et pour toi, j'ai une question. D'un grand philosophe français, René Descartes. C'est le fondateur de la philosophie moderne. Qu'est-ce que tu en penses? Merci Madame l'animatrice. Donc Descartes, je dirais que je le connais assez particulièrement. Je l'ai connu déjà à ma classe de première en philosophie. Et de Descartes, je retiens sa méthode cartésienne qui stipule que lorsqu'on est confronté à un défi complexe, il
il est bon de pouvoir le subdiviser et de résoudre les différentes étapes. Et en procédant ainsi, on parviendra à résoudre nos défis complexes. On est assez pris par le temps, donc on ira assez rapidement pour la session des évaluations. Nous irons assez rapidement. Ce soir, nous avons eu deux projets. Donc, une table ronde et la session des improvisations était aussi un projet mené par Olga. Donc, je vais rapidement inviter l'évaluatrice du projet table ronde. Sophie. Donc, la parole est à toi pour restituer ton rapport d'évaluation. Merci beaucoup, cher Xavier. Merci beaucoup, surtout, cher Daniel. Bravo. Je reprends le train de Toastmaster autour du mot, autour du monde ce soir en ayant ce privilège d'être parmi vous et d'être ton évaluatrice, cher Daniel. Et je dois vous confier mon ignorance quant à la première de ton animation de table ronde, ou est-ce peut-être une Xème animation de table ronde au sein d'Autour du mot. Donc, je vais essayer de revenir vers toi au maximum en étant la plus précise, la plus concise dans cette évaluation. Et pour te dire encore une fois, bravo, tu as su surmonter ce défi d'animer une table ronde combinée ou hybride, non seulement avec des participants qui sont en face de toi en présence, mais aussi des participants qui sont sur notre scène digitale. Donc, en termes de mise en avant de tes compétences, de tes qualités d'orateur et de leader, tu as été extrêmement sollicité. Je pense que tu as excellé, si cela était une première fois pour toi d'animation de table ronde, dans la structure que tu nous as présentée, dans le cheminement de ton animation de table ronde que tu as suivi et dans le choix de ton thème sur les valeurs éternelles et sur tes valeurs personnelles, ton éthique que tu as mis en avant et l'éthique que tu as essayé d'extraire de tous tes participants, qu'ils soient en présence ou qu'ils soient en digital. Ce soir, ton projet, en fait, était un projet de 5e niveau d'innovation, de planification innovante, avec cette particularité de la table ronde où tu dois à la fois être leader dans l'animation, tu dois apporter de toi et tu dois à la fois faciliter et modérer tes participants. Donc, tu as parfaitement réussi à suivre ce fil-là avec les valeurs qui te sont propres de bienveillance, d'ouverture, d'objectivité que j'ai ressenti en t'écoutant. Donc là, tu remplissais bien ton thème des valeurs éternelles. J'ose espérer qu'autour du monde, nous partageons ces valeurs. Donc, tu as rempli cet objectif de rassemblement et aussi cet objectif d'inclusion que j'ai trouvé très bien mené. Voilà, pour cette excellence, j'ai apprécié ton dynamisme. Je n'étais pas écoutée depuis plusieurs mois, Daniel, donc c'est toujours une profonde joie de mesurer, d'observer, d'être témoin de tes progrès dans ton enthousiasme, dans ton dynamisme à ouvrir. Je m'aperçois que je suis déjà dans le rouge. Donc, je vais arriver au point que tu as, sur lesquels tu vas pouvoir travailler, peut-être pour nous permettre d'avoir la meilleure structure possible dans l'organisation du contenu de tes participants. Tu as fait du va-et-vient entre tes participants en revenant vers eux, en leur posant des questions. Je voudrais insister sur l'assurance que tu dois avoir de leur contenu. C'est-à-dire que tu dois avoir cette préconscience de ce qu'ils vont apporter au débat pour apporter un petit peu ces valeurs au démarrage et faire, le paquet cadeau, mettre le bolduc, la ficelle à ton cadeau pour nous faciliter la transmission du message de fin. Donc, je t'enverrai cette évaluation par écrit. Je crois que Grégoire aussi en a fait une. Je ne veux pas dévoiler ce qu'il a fait pour toi. Je te remercie, je te dis bravo. C'est une première table ronde autour du monde pour moi et je l'ai trouvée très réussie. Bravo à toi.
Donc, merci à toi, Sophie. Je ne vais pas commenter ta prestation. Je crois que tout est assez parfait. Tu es une Toastmaster expérimentée. Donc, nous sommes vraiment pris par le temps. Donc, la session des évaluations sera un peu bousculée. Pour le rôle de la veilleuse, elle pourra poser ses questions, mais seulement que ça se fera exclusivement en ligne. Donc, nous sommes priés de libérer la salle d'ici peu. Donc, le seul rapport du rôle technique qui sera donné en présentiel, ça sera le rapport du grammairien. Donc, pour les autres rapports de chronométreuse et de veille de la soirée, cela se fera en ligne. Donc, j'invite rapidement monsieur. Aussi, avant que monsieur Michel puisse prendre la parole, l'évaluateur de Olga lui enverra son évaluation par écrit. Monsieur Michel, la scène est à vous. Merci beaucoup. Je suis fier. Nous avons échappé à plusieurs fautes. Tout de même, pour Daniel, cher Daniel, on dit en choisissant. Ouais. Encore, philosophique, entre vocales. Le bien et le mal. Le bien, pas le bon. En ce qui concerne le leadership, le rôle dirigeant. Oui, je suis francophone et je préfère utiliser des expressions naturellement. Voilà, naturellement. Pas naturellement. Naturellement. Daniel. Encore, vous avez oublié à propos des lunettes. Ma suggestion. Encore, égalité différente, Daniel. Les étudiants peuvent, voilà, troisième personne. Pour Svetlana, chose importante, les personnes intelligentes. Olga, j'ai été ravi de votre intonation, de votre humeur. Vous êtes toujours de bonne humeur. Vous émettez ça à notre auditoire, le domaine et les questions quotidiennes. Je crois que c'est tout. Et je n'ai pas écarquillé les yeux, mais tout de même, j'ai été beaucoup émerveillé de vous avoir écouté, de vous avoir vu. Voilà. Merci à vous. Merci à vous, monsieur Michel. Merci à vous, monsieur Michel, pour ce rapport de grammairien. Donc, en tant qu'évaluateur général, une seule remarque, c'est le respect du temps. On va accuser un retard de 14 minutes dû à des soucis techniques. Donc, pour la suite de la session, je crois que c'est toute la phase évaluative. Le reste se fera en ligne, notamment le rapport de la chronométreuse et de la veilleuse. Je vais redonner la parole rapidement à la présidente, mais cela se fera en ligne. Donc, nous qui sommes en présentiel, nous devons quitter la salle. On poursuivra avec l'assistante en ligne. Merci beaucoup, Xavier. Je pense que c'est mon rapport. Aujourd'hui, nous avons été un peu en retard à cause des problèmes techniques, mais ce n'est pas très grave. Et donc, je vais mentionner qui n'ont pas dépassé le temps. En ce qui concerne la session d'improvisation, Emmanuel Macha et M. Michel étaient à la zone verte, donc bravo. Et Xavier a un peu dépassé le temps. Et en ce qui concerne la session d'évaluation, Sophie a un peu dépassé le temps, malgré l'évaluation pertinente et de très bonne qualité, mais quand même, c'était un peu plus long. Et Daniel, si j'ai bien compris, votre discours a dû durer 40 minutes maximum. Donc, à mon avis, ce n'était pas jaune, c'était un peu rouge. Donc, vous avez pris 42 minutes 2 secondes. Mais ce aussi n'est pas grave parce que ce n'est pas le dépassement catastrophique. J'ai fini avec mon rapport et je redonne la parole à Xavier. Je crois que Xavier a déjà quitté la salle. C'est à nous de gérer la continuation de la réunion en ligne, seulement avec les participants qui sont rejoints avec le format digital.
Et du D'accord. coup, je peux continuer comme évaluatrice et tu peux après clôturer la réunion parce il ne nous reste que vérifier votre attention avec mon rôle de ce soir. Et en fait, j'ai pas préparé beaucoup de questions, mais je vous invite de m'aider avec leur résolution. Et voici la première question. Quelle séance de magie a fait notre animatrice de la soirée? C'est un jeu de mots. Elle voulait... J'ai vu un sourire sur le visage de Sophie quand Marie a dit « Je veux Monsieur Michel ». Elle a dit « Je veux inventer Monsieur Michel » lié au sujet de la réunion, pas inviter. Quels pays ont été mentionnés lors de la table ronde de Daniel? Les USA? Les États-Unis aussi. Le Oui. Canada. Le La Canada, Belgique. la Le Belgique, Canada, pardon, le Canada. La Côte d'Ivoire. le Côte d'Ivoire, oui, la Côte La d'Ivoire. Belgique, la France. La La France, Russie? exactement. La liste est complète. Ah oui. Aussi, une petite blague de ma part. Quelle est la couleur de la couleur rouge selon Daniel? La couleur jaune. Voilà, c'est ça. Oui, la couleur rouge et jaune. Combien de vidéos des réunions récentes sont publiées sur la chaîne YouTube de notre club? C'est une question de 250. curiosité. 256. Emmanuel, tu me donnes le total? 256. C'est la dernière réunion ou le nombre de réunions au total? Le nombre de réunions total. Mais ma question, les vidéos récentes de ces derniers jours. 250. En fait, au mois de mars, c'est ma responsabilité de publier des vidéos. Je viens de commencer à le faire. Donc, il y a 3 vidéos récentes et je vous invite à les regarder, peut-être à montrer à vos proches. Oui, et pour l'instant, il n'y a que 3, des réunions de 250, 251 et 52. Mais je vais continuer. Le lien? Le lien, tu n'oublies pas le lien que Je nous n'oublie envoyer? pas. Je n'oublie rien. Ok. Non, je ne regrette rien. En fait, le nom de la chaîne est autour du mot. Vous pouvez trouver simplement comme ça, mais après, si vous me permettez, après mon enquête, je vais envoyer le lien sur le messagerie. Mais en fait, j'ai presque fini parce que quand je voulais copier-coller le lien de YouTube, j'ai mis sur navigateur autour du mot et il m'a donné le lien autour du mot.fr. Et en fait, c'est un joli site pour trouver des groupes des mots. Et le premier groupe que j'ai trouvé, c'était autour du mot.fr, famille. Et je crois que ça a la liaison avec notre club et je trouve ça vraiment mignon. Et c'est un point fort pour clôturer l'enquête. Il n'y avait pas beaucoup de questions, mais j'essayais de rester créative comme toujours. Et alors maintenant, il n'y aura pas de rapport d'évaluateur général. Je crois qu'il peut l'envoyer en ligne. Aussi, l'évaluateur de session des improvisations, il va envoyer ça en privé à Olga. Nastia, est-ce que tu peux annoncer le gagnant de la session des improvisations? Oui, bien sûr, Macha. Je vais partager mon écran et le gagnant de la session d'improvisation aujourd'hui, c'est Emmanuel. Emmanuel, félicitations.
Donc, venez chez nous pour la prochaine fois. Vous êtes l'orateur très expérimenté. Et maintenant, chers amis, je pense que la parole est à moi. Donc, moi, je dois clôturer cette réunion. Malgré des soucis techniques à la, pas Francothèque, mais comment ça s'appelle, la salle réelle, on a réussi à finir cette réunion. La prochaine réunion aura lieu en ligne, ça sera le 24 mars et ça va commencer à 20h de Moscou.